Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Après qu'ils se sont lancés dans l'aventure de leur propre entreprise, ces entrepreneurs individuels ou associés partagent avec nous leur parcours et leurs expériences, également leur réussite à travers l'émission Osez entreprendre. Vous savez que cette émission décortique les mécanismes de création entrepreneuriale pour informer les futurs créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez également nous écouter en direct sur Internet, sur www.osezentreprendre.com. Pour tous ceux qui sont loin, donc n'hésitez pas à aller aussi sur notre site Internet. Vous pouvez directement nous écouter là-dessus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Patrick Eklouamenda, directeur du cabinet d'architecture Giga. Giga, qui est un cabinet d'urbanisme, d'ingénierie créé à Lomé en 2002. Ils interviennent pour l'étude et la réalisation de tout ouvrage en bâtiment et en ménagement. Donc, si tout comme vous voulez en savoir plus, ne bougez pas, on revient juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Amenda, bienvenue chez vous. Merci aussi, merci de me recevoir sur Nana FM et je salue également tous vos auditeurs. Oh, ils ont aussi, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Donc, vous êtes directeur du cabinet Giga, donc qui est basé à Lomé. Pouvez-vous nous parler un peu de votre formation et de votre parcours professionnel? Alors, c'est un bureau d'études d'architecte. Formation, oui, diplômé de l'école africaine de métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui se trouve à Lomé, donc et qui forme des étudiants venus d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre francophone. Moi, ma formation a duré 6 ans parce que je suis formé comme architecte urbaniste, mais aujourd'hui, le cycle dans le cadre du LMD de formation propose architecte ou bien urbaniste et ça prend plutôt 5 ans. Donc après, on va dire c'est l'équivalent d'un deuxième cycle, quel que soit le nom qu'on lui donne aujourd'hui. Ça va être l'équivalent d'un master ou quelque chose comme ça, d'un bac plus 5 qui donne droit à l'exercice de la profession d'architecte ou d'urbaniste. Moi, je fais les deux. D'accord. Écoutez, quelle a été votre motivation pour la création de votre entreprise? C'était quoi le déclic? Bon, disons que la plupart d'entre nous qui sommes formés avec ce profil, il y en a très peu qui aujourd'hui, l'exercice de la profession d'architecte se fait soit éventuellement dans l'administration ou comme libéral. Et je pense que la très grande majorité, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais au Togo, je ne prends aucun risque en disant que plus de 80% des architectes sont à leur compte et qu'il y en a très peu dans l'administration, ce qui pose un autre problème. Donc, qu'est-ce qui nous a motivés? C'est l'exercice tel qu'il était. Et donc, c'est vrai que pour une profession libérale, je veux dire, on n'a presque pas le choix. On est formé. La différence, c'est est-ce qu'on va être associé dans un cabinet où on va être 4, 5 ou 6, ou bien est-ce qu'on va lancer sa propre entité. Moi, j'ai travaillé un peu chez un aîné, Koumoudi, que je salue au passage, Alain Kofi Koumoudi, et après, voilà, je me suis senti le besoin de me mettre à mon compte, d'autant plus que, en plus de l'activité d'architecte, j'ai aussi une activité de présentateur d'événements. Oui, donc l'un dans l'autre, voilà, que j'avais déjà commencé en étant étudiant, donc l'un dans l'autre, je me sentais la capacité modestement de pouvoir voler de mes propres ailes. C'est ça. Et en quoi consiste votre travail exactement? Alors, nous accompagnons n'importe quel maître d'ouvrage à partir de la conception d'un projet d'aménagement ou de construction. C'est vrai que de façon empirique, beaucoup de gens disent qu'un architecte, il dessine les plans. C'est un peu réducteur, mais c'est effectivement peut-être la spécificité que d'autres corps de métier ne partagent pas avec nous.
Mais avant de dessiner des plans, je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion avant. Je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un de la diaspora me sollicite pour venir faire un projet et qu'il m'amène un projet de château, Oui. je l'accompagne aussi en lui disant c'est bien beau de vivre aux États-Unis ou en Europe et d'avoir un projet de château à Lomé, pourquoi pas. Mais après, qu'est-ce que vous en faites quand vous n'êtes pas là? Est-ce que vous faites le château pour l'habiter 2 fois dans la semaine sur l'année qui en compte 52? Bon, voilà, après à vous de voir. Et donc, dans la mesure du possible, je lui dirais, mettez plutôt de l'argent dans un bien de rente qui va produire, mettez des biens locatifs, faites là-dedans un appartement de 2 ou 3 chambres pour vous que vous pourrez occuper, parce qu'encore une fois, on a vécu des tas de... Je connais tellement de personnes qui ont construit ici, après, c'est on se casse la tête pour trouver comment assurer la sécurité du bien, on met quelqu'un dedans qui n'est pas toujours de bonne foi, bref. Donc il y a toute une réflexion avant la construction du bien, et puis il y a aussi, vous définissez vos besoins, on vous dira, vous pouvez faire un immeuble avec 3 ou 4 fonctions, mais on peut optimiser. Donc voilà, il y a toute une réflexion. Pour les gens, c'est simplement dessiner un plan. Oui, moi je dis souvent qu'on n'a pas besoin de 5 années d'études pour savoir dessiner comment organiser un 3 chambres salon. On ne va pas on rentre pas les hameaux pour ça prioritairement. Mais ça va au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. Si vous avez à concevoir une centrale nucléaire, oui, on va travailler. Si vous voulez qu'on conçoive un immeuble multifonction, un hôpital de référence, une usine, etc. Voilà, toutes les fonctions de... Maintenant, sur d'autres aspects, de l'aménagement intérieur, nous sommes amenés à en faire aussi. Une grosse institution qui prend un bâtiment dont il faut changer la fonction, qui est une villa qu'il faut transformer en immeuble de bureau. Bref, tout un ensemble de problématiques. Ça, c'est en ce qui concerne la construction. Mais on peut avoir des réflexions similaires aussi dans le domaine de l'urbanisme. Comment concevoir la ville? Malheureusement, dans notre contexte, ce sont les géomètres qui dessinent les plans de lotissement. Mais la conception d'un plan de lotissement, donc la production de parcelles, devrait être c'est de la responsabilité des urbanistes qui maîtrisent la proportion, la hiérarchie des voies, la proportion des parcelles, la conception des réserves administratives et leurs différentes fonctions. C'est ça aussi que c'est un urbanisme. Donc, voilà. Et quelle est votre méthode de travail, hein? Comment ça se passe? Alors, tout dépend de la commande et de la nature de la prestation aujourd'hui. Après, il y a tout un ensemble de pans aussi d'évaluation de biens immobiliers que nous faisons aussi. Donc, tout dépend, on va dire, de l'approche. Donc, l'approche classique, la plus courante sur un projet, quelqu'un vous contacte, il a une idée de projet, ben, il vient, vous en discutez, vous lui donnez les conditions de votre intervention, il se met d'accord. On se met d'accord là-dessus, éventuellement on produit une proforma, on dit dans quel sens est-ce que ça va aller. Si nous sommes d'accord sur les conditions d'intervention, nous commençons par ce qu'on appelle le projet d'esquisse. On commence à dessiner à ce moment-là. Et donc à partir de là, bougez la position de cette pièce, bougez cette porte, etc. Je veux que mon projet ait telle image qualitative, que cela ressemble à cela. Et on évolue jusqu'à ce que le plan soit fini en termes d'organisation. Après, quand ce plan est validé, il y a toutes les étapes de construction. Avant même la construction, il faut toutes les études techniques. C'est là qu'interviennent par exemple les ingénieurs. D'accord. Il faut dimensionner les ouvrages, les fondations. Sur un ouvrage plus complexe, il faut intervenir d'autres corps d'État, en plomberie, en électricité, en froid, en luminaire, en scénographie, en acoustique. Voilà. Si vous voulez faire une grande salle comme le Palais des Congrès, forcément, quand on a fini de dessiner, il faut absolument faire intervenir un acousticien qui va définir les pièges à son bref, la conception de l'acoustique du volume d'ensemble. Donc voilà, tout dépend de la complexité. Et donc après cette phase, nous avons tout ce qui va concerner le permis de construire, dans le cadre de projets complexes, les études d'impact environnementaux, avant d'aller consulter les entreprises qui vont réaliser, et puis on suit le projet jusqu'à la fin. Et la fin du projet va être ce qu'on appelle dans notre jargon la réception provisoire. C'est la remise des clés, en fait, ça s'appelle la réception provisoire. Provisoire parce que quand vous avez fini de construire, en général, en fonction des termes de votre contrat, vous êtes, en tant qu'entreprise, lié pendant à peu près 1 année pour corriger un certain nombre de choses qui sont liées potentiellement à votre responsabilité. Vous avez livré un bâtiment, si la lampe se grille, c'est pas de votre faute. C'est parce que l'usage, voilà. Par contre, il faut être prêt à voir s'il y a des choses qui arrivent pendant à peu près 1 an encore, vous êtes engagé par un contrat. Voilà, par un contrat. Par quel chemin d'embûche êtes-vous passé pour la création de votre entreprise, enfin pour que tout devienne bien comme aujourd'hui là, ce que vous avez? Alors, c'est vrai qu'encore une fois, pour une profession libérale, ça se fait presque naturellement. Les avocats, les notaires, etc., ils mettent, quand on sort, il y a quand même une phase où quand on a fini d'apprendre, on va en stage. On va stage chez un aîné, chez un professionnel. Ça dépend, on va dire, des ordres et des conditions. Dans l'exercice de la profession d'architecte,
le stage est obligatoire de 2 ans. Donc dans un bureau d'études. Et donc on apprend un peu mieux comment fonctionne un bureau d'études à titre privé. On s'éprouve sur les différents aspects du métier. Alors, difficulté. Je pense qu'il faut, à un moment ou à un autre, recruter, par exemple. Oui. Il faut recruter des collaborateurs. Et moi, de ce point de vue-là, j'ai la chance d'avoir le premier que j'ai recruté qui m'est encore fidèle jusqu'à présent. Je le salue au passage. Il s'appelle Monsieur Nialé-Dodi. Et donc, nous avons fait un bout de chemin ensemble. Donc, je pense que c'est recruter. Ça dépend. À ce moment-là, moi, ce que je recommanderais, c'est que quel que soit le profil de personnes que vous allez recruter, si vous avez la possibilité, faites au moins une petite sélection. Oui. Absolument, quoi. C'est-à-dire que, bon, voilà, si vous avez le choix entre 3 ou 4 personnes, on peut vous recommander des gens. Ça peut être dans votre premier cercle, ça peut être la famille, etc. Autant que possible. Faites une petite sélection. Vous allez avoir de la matière à comparer. Vous allez prendre, je pense, celui qui sera le meilleur. Après, je pense que les embûches par lesquelles on est passé, il y a une phrase que j'aime bien dans le domaine de l'entreprise. Pour savoir vendre, on n'a pas besoin d'argent. Voilà, la bouche. En tout cas, pour savoir vendre, d'abord, on n'a pas besoin d'argent. Cette phrase m'a vraiment convaincu parce qu'après mon diplôme à l'EAMO, j'ai fait un master en médias à Paris. J'hésitais, rentrera pas, et je suis tombé sur cette phrase d'un jeune chantre qui s'appelle Emmanuel Guidibi, qui n'est plus de ce monde depuis sénateur Emmanuel Guidibi, et qui disait, pour savoir vendre, on n'a pas besoin d'argent. C'est pouvoir prendre quelque chose et convaincre quelqu'un de l'acheter. C'est ça. Donc je pense que c'est le b.a.-ba de l'entreprise. Aujourd'hui, pour des tas de personnes qui m'approchent par rapport à ça, je leur dis, le plus important n'est peut-être pas d'avoir un local, quel que soit votre savoir-faire. Même à l'EAMO, je suis déjà allé un jour à une conférence où les étudiants râlaient en disant, on ne sait pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Je dis, mais écoutez, vous avez un savoir-faire. Si aujourd'hui vous êtes étudiant en première année de l'EAMO, vous pouvez faire un plan. Et un plan, vous vous approchez d'une entreprise, etc. Vous pouvez vendre votre expertise même pendant les vacances, dans un cabinet, vous pouvez faire des relevés, vous pouvez gagner de l'argent. C'est pratique, c'est concret, c'est vendable. Donc, je ne sais pas si... ça, c'est l'avantage, on va dire, d'une formation très technique, pratique et professionnalisante. Donc, je dirais, nous sommes passés par quelles difficultés? Le premier, ça va être le recrutement. Après, je pense qu'il faut progressivement croître. Moi, le premier élément de mon entreprise, c'était un ordinateur portable que m'a offert un oncle à Paris. Je suis rentré avec et je commençais à travailler dans la chambre chez moi à Bodago pour faire des plans et puis trouver le moyen d'avoir un peu d'argent. Ensuite, à la maison, parce que c'est chez ma mère, j'ai après changé de chambre pour prendre un peu plus grand. Et puis après, j'ai pris un bâtiment qui était un peu plus grand, progressivement. Donc, je crois que réellement, cette démarche-là, elle va être, je pense, la même pour toutes les entreprises. Il y a un aspect graine de fromager qui est capable de donner un babab qu'on ne peut pas négliger. Google aujourd'hui, qui est parmi les 5 plus grandes entreprises au monde, a commencé dans un garage. Ah, c'est ça. Donc, Pas forcément besoin d'avoir des beaux bureaux. dans un premier temps, je pense que quelqu'un qui veut s'éprouver comme entrepreneur a d'abord besoin de savoir vendre. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc après, ça peut prendre des aspects plus formels, business plan et tout ça, mais je pense qu'il faut fondamentalement savoir vendre d'abord. Et justement, en tant que chef d'entreprise, comment faites-vous face aux défis au quotidien? Notamment peut-être par de la formation continue, il faut se remettre en question tout le temps. Après, c'est comment est-ce qu'on règle les problèmes, parce que je vais faire la métaphore d'une statue que j'ai vue à Porto Novo au Bénin, où il y a un monsieur, on va dire, de la place des 5 lions qui se battaient en fait avec un lion, et pendant qu'il se battait avec un lion, il y en avait 3 autres qui l'attendaient. C'est-à-dire, avant même que vous ayez fini de régler un problème, il y en a d'autres qui sont là, qui attendent juste que vous ayez fini avec celui-là pour qu'ils s'amènent à vous. Et ça, je pense que c'est le défi quotidien de tous ceux qui sont en train d'entreprendre. Entre le fait qu'on va avoir certains mois des ressources plus limitées, qu'il faut pouvoir faire face à ces charges, entre le fait que, par exemple, aujourd'hui, je donne 2 exemples de notre pays où ça va vraiment bien. Le nouveau code des marchés publics, qui n'est plus très nouveau, qui doit dater d'une dizaine d'années quand même, a réellement ouvert la commande publique. Et donc, on peut aller sur des appels d'offres, etc. Aujourd'hui, les dispositions qui sont prises pour favoriser les jeunes et les femmes sont des mécanismes qui amènent en fait les entreprises à aller solliciter, à aller vers des marchés d'État. Là, je suis sur un nouveau projet sur lequel je travaille. On n'a jamais fini d'apprendre. Ça, je peux vous dire que, bon, forcément, comment est-ce qu'on fait face à un défi? Donc, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se remettre en question, poser les questions aux gens qui sont passés par là,
quand on pose les questions, les mettre en route. Mais je crois que forcément, pour toute entreprise dans la durée, il faut du sérieux. Et tenir dans le temps. Voilà, il faut du sérieux. Il faut. Qu'est-ce que j'appelle du sérieux? Vous avez une commande sur laquelle on vous règle un acompte. Je pense que c'est pas le lieu de s'offrir la belle voiture dont on rêvait, ou d'offrir un cadeau à son épouse, ou d'aller faire la Java avec qui il faut. Je pense qu'on a d'abord besoin d'honorer sa commande. Quand la commande est réglée et que le client est satisfait et qu'on dégage de la marge, alors éventuellement, sur ce qui vous reste et que vous êtes sûr qu'il est à vous, à ce moment-là, vous pourrez rentrer. Mais vous avez quand même, je pense, du sérieux. C'est ça que j'appelle du sérieux. Et je trouve que je connais des tas d'entrepreneurs qui vont vous dire que les salariés sont pas payés depuis 4 mois. En tout cas, moi, je pense que j'ai pas beaucoup de salariés, je paye peut-être pas de gros salaires, mais je m'astreins à me dire que il y a eu des mois où ça a été difficile, où on a pu payer peut-être un demi-salaire, mais je crois que le mois suivant ou 2 mois après, il faut absolument rattraper ça. Je suis toujours effaré quand j'entends quelqu'un dire on me doit 4-6 mois de salaire. Les amis, soyons honnêtes, quoi. Quelqu'un qui vous doit 6 mois de salaire, il les paiera jamais. Ah oui, ça. En tout cas, pour moi, la chose est claire. Je travaillais chez quelqu'un, au bout de 2, quand on m'a pas payé un mois, le deuxième mois, je suis parti. Il n'y a rien à faire. Parce que le Zémidien ne fera pas crédit, la CET ne fait pas crédit, la TDE ne fait pas crédit, Togocel ne fait pas crédit. Donc, je suis désolé. C'est ça que j'appelle du sérieux. Quand un entrepreneur dit, je vous dois 8 mois de salaire. Ah oui, 8 mois. C'est pas c'est que franchement, voilà. Moi, au bout de 2 mois, je reste à la maison. Au moins, je sais que je ne vais pas payer Zémidien en l'air. C'est clair. Et justement, combien de salariés travaillent avec vous? Oh, nous sommes une petite société d'une dizaine de salariés. Et quand on parlait de salaire tout à l'heure, mais vous, à partir de combien de temps vous avez commencé à percevoir un salaire? Quand j'ai été moi-même en situation de salarié? Vous en tant que chef d'entreprise. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, notamment la mise en place d'OTR nous a amené, nous tous, à être un peu plus clairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai commencé par un statut d'établissement, mais à partir du moment où on devait aller sur des appels d'offres, il a fallu passer, même quand on est établissement, passer au réel avec TVA. Donc faire de la déclaration de TVA chaque mois et donc mettre en place une comptabilité. Et donc je ne saurais dire précisément, l'entreprise a été créée en 2002, elle était vraiment opérationnelle à partir de 2005. En réalité, je crois qu'il y a peut-être à peine 3 ou 4 ans où j'ai commencé réellement, on va dire, à percevoir un salaire. Il n'est pas forcément très gros, mais je dois avouer aussi que je ne me prive pas. Ça va. Je m'en sors peut-être pas forcément directement sur le salaire, mais l'un dans l'autre, j'ai commencé à le percevoir il y a à peu près 3 ans. À peu près 3 ans. On va marquer juste un temps de pause. On revient juste après le jingle de notre invité de la semaine dernière, Monsieur Agbeti Afa Kofivi. Bonjour, c'est Agbeti Afa Kofivi de Dokita Eyes. Si vous voulez avoir les clés de l'entrepreneuriat, écoutez chaque samedi à 11h avec Essimimi, l'émission Oser entreprendre sur Nana FM. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essimimi et son invité, Monsieur Patrick Amenda, directeur du cabinet Giga. Justement, on parlait de la vie réelle de chef d'entreprise, on parlait de salaire, justement. En tant que chef d'entreprise, à partir de combien de temps ou combien d'années on arrive vraiment à avoir un salaire, Monsieur Amenda? Je crois que j'ai pas de loi. J'ai pas de loi, mais je crois qu'il faut demeurer sérieux. C'est-à-dire, je reviens en fait sur quelque chose qui moi me fend le cœur. J'ai déjà vu des gens qui se disent chefs d'entreprise, qui ont 3-4 mois de retard de salaire sur les salariés, et qui disent non, je emmène mes enfants en vacances en France. Bon, voilà. Je ne dis pas j'emmène mes enfants en vacances. Je dis j'emmène mes enfants en vacances en Europe ou des choses comme ça. C'est ça que j'appelle un manque de sérieux. Je veux faire le procès à personne, mais je pense que nous, chefs d'entreprise, devons faire les efforts dans ce sens et tenir nos engagements. À l'étude combien de temps? Franchement, je pense qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend plutôt d'une organisation interne. Et je crois que des rentrées, forcément, et je pense que le salaire du chef d'entreprise va être la dernière chose à percevoir. Par contre, il faut être conscient que chacun qui crée son activité, il le crée aussi pour son bien-être et pour son mieux-être. Voilà. Donc, même si on n'a pas forcément un gros salaire, il y a un certain nombre de choses qui sont prises en charge par l'entreprise, mais on fait attention à respecter l'orthodoxie comptable pour séparer, on va dire, le patrimoine et les biens de l'entreprise de ses biens personnels. Et quelles compétences faut-il avoir pour être un bon architecte? L'architecte, c'est un art plastique, donc il faut d'abord savoir dessiner. Bon, après,
Non, le dessin, c'est le premier art plastique. Oui. Tous ceux qui sont dans le graphisme, ou en tout cas dans les métiers, on va dire, de l'art plastique, le dessin, la base, c'est le dessin pour nous tous. Maintenant, la particularité, on va dire, d'un architecte, c'est de visualiser dans sa tête et de transcrire sur papier. Aujourd'hui, avec les outils de la conception assistée par ordinateur et tout le reste, donc je pense qu'il faut savoir dessiner. Ensuite, c'est un chef d'orchestre, donc il faut avoir une certaine capacité à gérer les équipes. Ça, on ne l'apprend pas forcément à l'école. Et je pense que moi, mes plus grands outils de diriger une équipe, je les ai appris à la Jeune Chambre internationale, qu'on appelait Jeune Chambre économique à l'époque. Depuis peu, je me rends compte tout doucement que la difficulté qu'on peut avoir dans une entreprise, même à une petite échelle comme la nôtre, c'est les petits conflits entre collaborateurs. Je ne dis même pas, c'est-à-dire qu'en fait, et j'imagine qu'à une échelle plus grosse, en termes de grosse structure, j'imagine que ça doit être. C'est-à-dire qu'en fait, tel s'il vient dire non, celui-là n'est pas bon, celui-là a fait ci. Vous imaginez, j'imagine que les patrons de grosses ressources humaines doivent être confrontés à ça à des échelles. Et je souris simplement quand je constate ce genre de choses entre des amitiés qui sont un peu plus fortes, des amitiés qui sont un peu moins fortes, parfois certaines inimitiés. On manage tout ça de façon à ce que, la mayonnaise puisse prendre et que nos objectifs puissent être quand même atteints. Donc, c'est peut-être à ça que je suis confronté ces temps-ci, mais je pense que le chef d'entreprise, pas simplement lui, tout cadre en fait la difficulté de la position d'un cadre, c'est qu'il a des choix à faire par rapport à un exécutant. Oui. Et un chef d'entreprise encore plus. C'est des choix tout le temps. À toutes les échelles, quand on est en position de cadre, on fait des choix tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on va là, pourquoi on fait ça ou pas ça? Dans le cadre d'un architecte, pourquoi on prend telle marque et pas celui-ci? Pourquoi on met la porte là et pourquoi pas ici? C'est des choix. Un cadre, la différence d'un cadre et un exécutant, c'est que le cadre, il fait des choix tout le temps. Prise de décision. On est en plein Covid, est-ce qu'il faut prendre le vaccin? Lequel prenons-nous? Ça va être le russe, le chinois ou voilà. Après, à qui l'applique-t-on? Quelle va être la stratégie vaccinale globale? Vous savez, la cellule de riposte y est confrontée. Nous-mêmes, en tant que parents, est-ce que nos enfants, on les fait vacciner? On les fait pas vacciner? Comment est-ce que nous prenons en charge nos personnes âgées? Des choix tout le temps. Tout le temps. Après, sur un plan un peu plus immobilier, quand on va vous acheter un terrain, pourquoi j'achète à Segbé, pourquoi pas à Diaglé, pourquoi à Déticopé, pourquoi pas à Pougan. Voilà, donc c'est des choix tout le temps. Vous allez voir, c'est des choix. Vous faites des choix tout le temps. Pourquoi est-ce que je veux commander, je vais faire un peu de publicité, pourquoi je prends des livres ou mais pas Kaba, j'en sais rien, mais c'est des choix tout le temps. C'est des choix tout le temps. Et justement, quelle est votre cible? Vous travaillez avec quoi? Bon, je pense que quelque part, les particuliers sont certainement, on va dire, la cible la plus variable. C'est vrai que si j'ai un choix, les cibles entreprises institutionnelles sont, dans le cadre du métier d'architecte, où globalement, c'est plus intéressant avec les entreprises. Bon, nous avons fait des agences de banque et de microfinance. Nous faisons aujourd'hui beaucoup d'expertise immobilière, d'évaluation, aussi bien pour des compagnies d'assurance en cas de sinistre que pour des banques, en cas d'évaluation de biens pour constituer des garanties ou bien la cession d'immeubles. Bon, voilà, donc aujourd'hui nous avons les doubles cibles. Nous avons une clientèle entreprise, mais nous avons aussi une clientèle particulier. Mais on peut être surpris. Les particuliers peuvent vous faire du chiffre dans des proportions où, voilà, on sait jamais. Donc nous avons les deux. Et disons qu'en Afrique, c'est vrai que ce n'est pas trop écrémé. Il y en a si peu que, tout est bon à prendre en termes d'honoraires d'architecte. C'est tellement... Les gens sont un petit peu enclins à payer les honoraires qu'on ne va pas maintenant se dire on laisse tomber. Et c'est beaucoup? Beaucoup de gens disent qu'on est cher, mais tous ceux qui disent qu'on est cher n'ont jamais frappé à un architecte pour dire combien ça coûte. Je vous donne un ordre de grandeur. Le tarif officiel fait fluctuer, on va dire, entre 8 et 10 ou 13% de la valeur du bien construit, les honoraires d'architecte. Pour certains, mais ces montants, on peut les voir, ça peut se négocier. Là, je vous donne le tarif officiel de l'ordre des architectes. Maintenant, tout projet peut faire l'objet de discussions entre le maître d'ouvrage et puis nous-mêmes. Ça se discute. Et combien de délais proposez-vous aux clients pour avoir une solution vraiment clé en main? Alors, tout dépend vraiment de la taille, de la complexité de l'ouvrage. Je viens d'une visite de site où on a quasiment un bâtiment historique à restaurer pour une institution.
où on discutait de délai. Le bâtiment est déjà là, hein. Il est peint, il a été utilisé, on lui change de fonction, on va anoblir sa fonction. Nous parlons sur une estimation de 6 mois. Si vous me demandez juste de réaménagement intérieur d'une pièce, ça va vous prendre 2 jours à 1 semaine. Je suis en train de finaliser l'aménagement d'une pharmacie à Pédouquet. Nous en avons pour à peu près 2 mois. On est censé avoir fini, mais on a encore 1 ou 2 semaines de travail. Donc réellement, les délais dépendent vraiment de la complexité de la mission. Est-ce que c'est une mission complète? Est-ce que c'est juste une mission d'étude? Est-ce que c'est de la réhabilitation? Est-ce que c'est du gros œuvre? Et puis forcément en termes de la surface. Oui. Si vous avez un ouvrage de 50 mètres carrés, un ouvrage de 5000 mètres carrés, vous pouvez imaginer que forcément c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, Et quel bilan faites-vous depuis vos débuts? moi, je pense que c'est une œuvre exaltante. Aujourd'hui, j'envisage d'ouvrir d'autres défis. Déjà, d'une façon ou d'une autre, j'ai des participations directes dans 3 entités, dans 3 entreprises. En plus de mon activité d'architecte, nous avons mis en place, mon épouse et moi, un salon de coiffure. Et puis, bon, j'ai des participations dans une autre entreprise qui fait aujourd'hui la communication événementielle, qui est dans le bâtiment et tout ça. Et donc, voilà. En plus de ça, je me prépare un nouveau défi sur lequel j'écris pour le moment. J'ai en phase d'écriture. Donc, quel bilan faisons-nous? Je pense que c'est exaltant. Je rends grâce à Dieu que c'est... Il y a beaucoup de liberté dans le fait d'entreprendre. Je pense que... Je veux pas dire je fais ce que je veux parce qu'on est toujours tributaire de ce que veut le client, mais le bilan que j'en ferai est un bilan largement positif. J'ai peut-être 2 préoccupations qui ne viennent pas dans la question que je vais exprimer. Nous n'avons pas suffisamment de modèles de réussite entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, et puis peut-être en Afrique francophone, on estime que pour avoir une réussite fulgurante, il faut faire de la politique ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et nous n'avons pas suffisamment de modèles de réussite entrepreneuriale. Ça, c'est l'un de... Voilà, je ne parle pas de moi, mais oui, ça, mais c'est dû à quoi ça? Parce que justement, je parlais de ça avec une amie la fois dernière. Peut-être parce qu'on ne le sait pas, parce que quand on voit les autres pays ou quand je vois les autres médias en fin d'année, ils font la liste des plus grands. Nous avons une certaine pudeur dans notre pays, dans une certaine éducation. La dernière fois, j'ai discuté avec un parlementaire et un ministre, je leur disais, qui pouvons-nous montrer au Togo comme milliardaire togolais? Après, il y a un aspect où ils ne veulent pas se montrer, j'en suis certain, mais je posais la question, est-ce que l'autorité politique montre un milliardaire? Parce qu'autant aujourd'hui, nous pouvons dire que sur les 10 dernières années, il y a au niveau de l'État de gros efforts pour avoir différents mécanismes de financement, FAEJ, ANPGF, et puis tous les fonds de la finance inclusive, qui donc ont un aspect réellement microéconomique, mais au niveau macroéconomique, quels sont nos champions dans les différents secteurs d'activité? On voit quelques entreprises, ok, on va voir dans la grande distribution, il y en a 1 ou 2 qui sont très grosses, qu'on connaît tous, etc. Mais à part ça, est-ce qu'on connaît un entrepreneur ou 2? Et ça, je dis, il y a certainement de la faute, en tout cas de la responsabilité des entrepreneurs eux-mêmes de s'assumer en tant que tel, mais est-ce que quelque part, parce que ce qu'ils disent souvent, c'est qu'ils ont peur de se taper sur les doigts. C'est-à-dire qu'on vous dit, si tu... entre autres. Ouais. Entre autres, quand on montre qu'on a de l'argent, on a des soucis. Donc, il y en a, j'ai la chance d'en connaître quelques-uns qui disent, non, moi, tous mes comptes sont rouges au Togo, j'ai pas envie. C'est vrai qu'il fut une époque où on pouvait avoir peur d'assumer. Est-ce que c'est réellement le cas aujourd'hui? Il y a, je pense, au niveau économique, une certaine appréhension dans ce sens, mais je pense qu'il y a aussi, au niveau politique, je donnerai l'exemple, j'ai entendu dire que, à propos de Dangote, que le président Obasanjo disait, nous avons décidé de faire 10 milliardaires au Nigeria chaque année. J'en sais rien. Mais je ne sais pas si nous avons de projets comme ça. Moi, je serais heureux qu'on puisse en avoir et qu'on puisse montrer. On parle de Dangote avec une telle, on parle aujourd'hui de certains nombres d'entreprises qui interviennent ici. Est-ce qu'au Togo, on assume 1, 2, 3 milliardaires? Montrez-les, nous avons envie d'aller à leur école. Plutôt que de citer un Steve Jobs ou un Jeff Bezos ou que sais-je encore, le patron de Tesla, comment il s'appelle? Elon Musk, voilà. Et après, oui, nous avons des icônes au niveau international, ou Jack Ma, j'en sais rien, mais qui est le Jack Ma togolais? Voilà, moi j'aimerais bien le voir et puis aller à son école. Point d'interrogation sur ça. Hein. Justement, monsieur Amenda, vous êtes l'un des plus grands présentateurs de Lomé. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Non, d'abord,
ce qui est clair dans ma tête, je me suis positionné sur des événements VIP. J'ai la chance et le privilège, avec le temps, je regardais, aujourd'hui je fais beaucoup moins de culturel, simplement parce que je suis moins sollicité, mais j'ai la chance et le privilège d'avoir beaucoup d'institutionnels qui me sollicitent et je ne leur dis jamais assez merci. Donc je pense que c'est d'abord un positionnement dans ce que je fais, dans la manière dont je le fais. Après, est-ce que je suis l'un des plus gros? Bon, il faudrait avoir une mesure d'audience précise pour savoir. Mais bon, non, je me plains pas. C'est une activité qui m'a ouvert des tas de portes, qui m'a permis de rencontrer des tas de monde, qui m'ont offert d'immenses possibilités, opportunités. C'est la vraie raison pour laquelle je ne lâche pas. Sinon, je pense que dans d'autres cas de figure, je serais peut-être déjà allé à la retraite, quoi. Bah, vous le faites bien. Mais, merci. Je suis allé à la retraite, on va dire, des activités culturelles, par la force des choses. Hein. Je ne me suis pas mis à la retraite, mais je constate que, même avant Covid, j'étais allé à un défilé de mode, je me suis rendu compte qu'à un moment j'en faisais plein, aujourd'hui j'en fais quasiment plus. Mais encore une fois, j'ai la chance d'être sollicité par des institutionnels, et encore une fois, je les salue au passage, je leur dis infiniment merci pour la confiance et les opportunités qu'ils m'offrent. Bah, écoutez, le temps est trop court, hein, parce qu'il y a tellement de choses encore à se dire, mais en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir partagé avec nous votre expertise. Merci Essie. Félicitations à vous. Je pense que je ne pouvais pas dire non à ce type d'émission, parce que je suppose que quand vous avez décidé de mettre ce type d'émission dans la grille de Nana FM, c'est aussi parce que vous avez réellement senti le besoin, que c'est là sur ce levier qu'il faut agir. Il faut pouvoir donner à une certaine jeunesse et même des moins jeunes, montrer des exemples de choses qui se font chez nous et pour que nous puissions y croire. Et ça, je ne saurais dire suffisamment félicitations, bon vent aussi bien à la chaîne Nana FM qu'à vous-même ici pour ce que vous faites et donc espérer que cela puisse contribuer à réveiller chez vos auditeurs une envie d'entreprendre ou en tout cas une envie de s'accrocher, parce qu'il faut pouvoir créer l'entreprise. Il faut avoir la bonne idée, il faut être le sérieux, mais il faut aussi, je pense, beaucoup d'endurance, il faut serrer les dents même quand ça va pas. Justement, un grand merci et l'émission est faite pour ça, hein, pour permettre à vous de pouvoir leur donner aussi ce genre de conseils. Donc voilà, écoutez, moi je suis infiniment reconnaissante aussi, hein, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir tous les chefs d'entreprise qui viennent un peu parler de leur parcours, parce que c'est jamais les mêmes et ces histoires sont toutes belles. Je veux remercier aussi donc Stan à la réalisation, hein. Merci à mon collabo Faustin, merci à Cathy, merci à First Digital Impact, merci à notre partenaire média l'éveil de la nation. J'embrasse mes parents, j'embrasse aussi mes enfants d'Agbavi, hein, de l'association Initiative Afrique Togo, donc qui œuvre pour la santé, l'éducation et l'environnement, hein. Vous savez que c'est par la jeunesse, hein, que tout se crée. Donc voilà, ils font un grand boulot et je leur remercie infiniment. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine. Bye bye.